Aujourd'hui, le Grenier Jeanne-Tony a le plaisir de recevoir Florence Noël pour son recueil Assise dans la chute immobile des heures, paru cette année et même le mois dernier aux éditions Bleu d'encre. Un entretien solaire mené pour vous à l'ombre du valeureux Patrick Deveau, accompagné de l'autrice et de lui-même aux lectures. Bonjour Florence, avec un tel titre, on s'attend à voir développer une idée de l'attente, alors que j'y vois plutôt un désir d'action. Est-ce donc là une attente charnière vers autre chose? Donc, page 70 nous dit « Sédimenter n'est pas se taire, mais créer, dans les entrailles myrteuses, où sévit la mort de tout mouvement. » Cette attente est-elle justement l'occasion rêvée pour penser les choses, les actes, en quelque sorte les réfléchir? Alors, c'est assez judicieux, je trouve, de commencer par, et très pertinent de commencer par cette phrase, parce que c'est vrai que ça évoque le processus de création chez moi. Alors, sédimenter n'est pas se taire, c'est vraiment une phrase importante pour moi, quelque chose que j'ai pensé bien avant de l'écrire, et d'ailleurs, ça ouvre comme titre la 3e saison du livre, puisque ça suit une année de l'été au printemps qui suit, ou n'importe quel cycle en fait, puisque voilà, c'est tout à fait circulaire, ce sont les saisons. Et sédimenter n'est pas se taire, c'est vraiment l'idée que dans tout processus de création pour moi, il y a d'abord le fait de recevoir un certain nombre de stimuli extérieurs auxquels je suis très sensible, quel que soit les sens d'ailleurs, de les faire en quelque sorte descendre en soi comme le processus de sédimentation, de les faire vraiment descendre dans le fond du verre. Je pourrais dire aussi que ça crée des strates en quelque sorte, et quand c'est bien enfoui, etc., alors il y a une sorte de gisement qui se fait d'où peut jaillir la création, voilà, et qui à un moment donné va se faire alors là de manière assez spontanée. Donc en fait dans l'écriture j'écris peut-être assez rapidement ce que j'ai à écrire, mais c'est précédé par un long processus silencieux de méditation, si tu veux. Oui, la sédimentation, ce sont des couches successives, et le livre d'ailleurs écrit comme ça, en couches successives, suivant ton expérience personnelle, je pense. Et les textes aussi, je pense qu'il y a différentes couches. Il y a des couches directement accessibles à tous, enfin, je veux dire, qu'on connaisse ou pas l'ensemble du livre, qu'on sache dans quoi il est écrit, ou qu'on connaisse, enfin, ou pas. Et puis, il y a toujours des... Enfin, je suis contente quand finalement on va trouver d'autres résonances, etc. etc. C'est un peu une sorte d'archéologie mentale en fait. Voilà, c'est ça. Archéologie. Une écriture archéologique presque. Oui, j'aime bien l'idée de sédimenter parce qu'il y a un processus vraiment naturel, et puis il y a l'idée du gisement que j'aime bien. Voilà. Alors, l'illustration de couverture fait penser à cette chute immobile. En quoi une chute peut-elle être donc immobile? Et d'emblée, il est impossible presque de ne pas penser à la chute d'Icare. Mais j'y vois une chute retenue par des rayons solaires plutôt que de faire tomber l'homme qui s'essaie dans l'ange. Qu'en penses-tu? Alors oui, donc juste dire que l'illustration, je la montre parce qu'elle est très très belle, c'est de Gwen Guégan, hein, donc voilà. Et donc cette illustration, ben, je ne l'ai pas choisie, enfin je l'ai choisie pour la mettre sur la couverture, mais elle a été proposée spontanément par l'artiste. Et ce que j'aimais bien, c'est le côté un petit peu la tension qu'il y avait entre le titre, Assise dans la chute immobile des heures, qui comprend déjà d'une certaine manière une tension, puisque être assise et être dans la chute, c'est antinomique. Oui, oui, c'est presque un oxymore. Et en fait, cette silhouette qui n'est visiblement pas assise et qui est presque suspendue comme ça par quelque chose qui la retient. Il y a l'idée d'être transpercée par quelque chose qui est plus fort qu'elle. On ne sait pas si elle remonte ou si elle descend. J'allais te poser la question, est-ce que c'est retenu ou aspiré en fait? Je pense que c'est un peu des deux. Il y a l'idée d'une inspiration qui est aussi aspiration, et que l'inspiration n'est peut-être, c'est très intéressant, n'est peut-être pas nécessairement seulement un processus de l'esprit, mais c'est aussi un processus corporel. Je pense que dans l'écriture, en tout cas chez moi, il y a vraiment une alliance entre l'esprit et le corps, c'est quelque chose qui est ressenti. Et c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette illustration-là. Ta poésie procède, je crois, du jaillissement, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Ensuite, on touche à la profondeur. Comment accordes-tu cette spontanéité? Cette fulgurance est-elle immédiatement prise en compte
où là, laisses-tu en quelque sorte décanter? Je pense que tu as en partie répondu en parlant de la sédimentation, mais il y a aussi le processus de décantation qui m'intéresse. C'est-à-dire décantation? Laisser reposer les mots avant de les restituer. Ce n'est pas spécialement les mots. Alors en fait, oui, il y a toujours peut-être un léger travail sur le texte, mais c'est plutôt qu'en amont, il y a l'idée de laisser reposer les impressions, les émotions en soi, et les laisser nidifier d'une certaine manière. Voilà. C'est vrai que j'utilise beaucoup du vocabulaire qui est du vocabulaire lié à la nature, etc. Et dans ce recueil-là particulièrement, ça résonne bien. Mais je ressens vraiment presque physiquement cette idée de nidification, ou cette idée de devoir descendre à l'intérieur de soi, de laisser les choses décanter, en effet, mais au moment où elles jaillissent comme ça. Alors c'est pas pour ça qu'il n'y a pas un travail, et particulièrement un travail sur la musicalité et un travail sur le rythme qui se fait, et sur, voilà, pour que le texte en lui-même soit un texte qui trouve une forme... Qui te porte, un texte qui te porte, qui porte ce que tu veux dire. Qui porte le sens, ou l'impression, ou l'essence. Voilà. Oui. La fulgurance établie, ta poésie fait ensuite office d'offrande pour autrui. Peux-tu expliquer si c'est conscient ou non? Ou faut-il tout au moins tenter un acte créatif qui soit utile, voire nécessaire? Je reprends cet extrait. « Me tendras-tu l'âme à caresser doucement sous ma joue, mon Angèle, ton velouté tendresse à caresser doucement. » Quand on disséquera les arbres, qu'on excisera leurs plaies couvées depuis tant de cernes clos, qu'on rira à Vénus l'échancrée, sans rapine de vie, sans saison oubliée, qu'on dira « oui, la mort et après, quel goût, quelle devanture de feuilles et nervures infléchies sur l'oreille qui s'émeut, quand tout mon doux, mon très humble trouble, offrande au parterre et cœur de fleurs pétries, quand ces printemps rendront leur dû, enfin, de rosée et d'épices, de ferments de paupières et de joie, me tendras-tu l'âme à caresser doucement sur ma joue, mon Angèle, ton velouté tendresse, à caresser doucement. L'écriture n'a pas de sens complet. Je ne sais pas qu'elle n'a pas de sens, mais elle n'a pas de sens complet si elle n'est pas réappropriée par un lecteur. Pour moi, un texte est un entre-deux entre quelqu'un qui propose quelque chose et quelqu'un qui le lit et qui en fait une chose sienne, je ne sais pas très bien comment dire, vraiment son sens à lui, qui peut d'ailleurs fluctuer avec le temps. Donc oui, dans toute écriture, il y a une offrande. Alors parfois, il y a une offrande ciblée. Hein. Par exemple, je suis mère, il peut y avoir une réflexion par rapport... voilà. Mais il y a dans tous les cas toujours l'idée que n'importe qui pourrait lire ce texte et essayer de viser quelque chose qui est universel. Alors ça fait un peu pompeux, dit comme ça, je fais une écriture universelle. C'était pas l'idée, mais enfin bon, il y a quand même l'idée que ce n'est pas... en fait, j'écrirai très très peu de textes qui sont purement autobiographiques avec des éléments très très précis. Ça peut me soulager à certains moments, etc. Mais si je dois les publier, je préfère qu'ils soient à portée plus large, que chacun puisse y trouver quelque chose. Et oui, il y a une offrande, c'est-à-dire que tout ce qu'on reçoit doit aussi être don. On est comme des passeurs, en quelque sorte. Enfin, je dis on. En tout cas, moi, j'essaye de l'être. Voilà. Donc, je ne vais pas parler au nom des autres. Je pense que ça réussit. Le fait de passer tes mots, tes idées, je pense qu'il y a certainement des lecteurs qui acquiescent. Hein. La nature est essentielle dans l'expression, c'est le cas de nombreux poètes. Il y a dans ta poésie la claire conscience du mouvement des saisons, si je songe par exemple au texte des pages 50 et 51. Comment es-tu sensible au cycle? Est-ce perceptible dans ta façon d'être et plus particulièrement comment dans tes textes? Aurore, blanc cercueil du blême coquelicot. Périt le vif par ces jours endeuillés d'or. Mon octobre lave de transparence l'insolent panache de vos étés. Ces arbres
hors paille les soirs sauvés des pluies. Hier, à goût de nuit, embusqué dans ma gorge, et je tousse. Un aigle étrenne l'automne, vigile des labours nus et gras, latence des espoirs. Il décompte chaque pas où erre ma finitude. Donc comme je l'ai dit déjà, le cycle des saisons pour moi c'est circulaire. Moi, le temps est circulaire. Il a toujours été circulaire dans ma tête. Donc je veux dire, pour moi c'est comme un ruban de Mébius, enfin je ne sais pas très bien, ça n'a pas... Il y a un mot que j'ai oublié et que j'aimerais bien retrouver, mais qui dit en gros qu'on peut aller, donc d'Héraclite, qui permet d'aller vers, de marcher à l'envers dans sa vie. Enfin de retourner aux sources pour se relire à l'envers. Et le premier titre de ce recueil, mais que je n'ai pas pris, s'appelait « L'enfant qui marchait à l'envers ». Mais ça c'est dans l'idée du contraire de la nostalgie. C'est pas de la nostalgie, c'est... Oui, c'est ça. Il y a l'idée qu'en fait, on peut parcourir tous les âges. Et les saisons, donc ces saisons circulaires, c'est aussi des saisons qui parcourent finalement tous les âges de ce que nous sommes. Le temps présent que je vis, mais aussi les temps que j'ai vécu et les temps que je vivrai. Et donc il y a vraiment cette idée circulaire des saisons. Le cycle, j'y suis attachée, non pas parce que c'est rituel, mais parce que c'est oui, c'est lié à ma notion du temps, en fait, qui n'est pas un temps circulaire pour tout. Je pense qu'il y a un début, un commencement et une fin, mais il y a quand même... une saison n'est pas l'autre, un âge peut répondre à d'autres âges, etc., etc. Il y a vraiment cette idée. Oui, et puis il y a des temps obligés, il y a des temps dans le temps où... Oui. Il y a le temps qu'on prend aussi pour les autres, etc. Il y a le temps perdu aussi même. Voilà. Alors le temps, en plus le temps, je suis assez d'accord avec Bergson sur ça, sur la durée. Pour moi, le temps n'est pas quelque chose de continu, de millimétré, etc. Encore plus en tant qu'historienne. Mais le temps se distend ou se condense. La densité a vraiment beaucoup d'importance en fonction de comment on le vit, comment on le restitue. Et donc, un temps d'été, un temps d'hiver, un temps d'automne, un temps de printemps, c'est pas du tout les mêmes temps. Et je les vis comme ça, et j'essaye sans doute de les restituer comme ça. Et le temps, à mon avis, évolue aussi avec... l'idée du temps évolue avec l'âge aussi, à mon avis. Oui, eh bien, oui. Oui, sans doute. Enfin, pour les âges que j'ai parcourus, oui. Voilà, je ne peux pas me prononcer pour les âges que je n'ai pas encore parcourus. Voilà. Toujours dans cette idée de contexte par rapport à la nature, il y a ce désir, je crois, de prendre le temps, justement, dissoudre l'urgence, dis-tu quelque part dans le recueil. Tout paraît lenteur avec une sorte d'émerveillement. Si je dis qu'il y a de la fermeté malgré l'effleurement, qu'en penses-tu? Tout est effleuré dans ton style, on en parlera après peut-être. Voilà. En fait, il y a une certaine dureté. Peut-être. Non, fermeté, je dirais plutôt fermeté, parce que dureté, c'est plus sévère, je trouve, dureté. Pas... Oui, enfin, disons qu'il n'y a pas de sévérité. Non, mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la... chez moi, en tout cas, pas de la révolte, mais en tout cas du panache ou de l'insolence ou de, oui. Voilà, de la oui, réaction. De l'insolence. Et par ailleurs, il y a une certaine ouverture, bienveillance et je pense qu'il n'y a pas de lieu, sinon dans les textes, où je suis le plus dans cette ouverture totale à ce qu'est le monde des autres, etc., etc. Après, dans la pratique, j'avoue que je ne suis pas aussi parfaite que dans mon imaginaire des textes. Mais par contre, il y a aussi, c'est aussi le lieu de l'expression d'une révolte qu'on peut vivre au jour le jour vis-à-vis de tas de choses qui sont difficiles à vivre ou autres, etc., etc. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Oui, ça répond très bien, et d'ailleurs ça rejoint ce que je dis maintenant, enfin c'est plutôt toi qui le dis, parce que tu dis « Je me tais comme la douleur crie », dis-tu, parles-tu là de ta propre douleur ou de celle d'autrui, ou bien c'est un constat plus général? C'est un vers qui est extrait d'un texte qui parle de l'amour en fait, et qui dit « Quand trop d'amour enserre mon souffle, trop d'amour troué de parasites, de mouches blanches que les roses abritent, je me tais comme la douleur crie, exsangue, et sans pudeur. » Et je pense qu'on a tous éprouvé ces moments où on était presque paralysé par l'amour ou l'affection, enfin oui, l'amour qu'on pouvait porter à quelque chose à un moment donné, ou surtout à des personnes. Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'amour qui est proche de la souffrance, en fait. Mais non, je veux dire, même dans une joie immense, il y a un moment, enfin, quand on monte dans les hautes sphères de la douleur, de la joie, de
du désespoir, de la souffrance, quel que soit le type de sentiment. sentiment. Pour n'importe quel sentiment, il y a de la douleur. On atteint une sorte de paroxysme et qui est pour moi de l'ordre de la douleur, de l'inexprimable en fait, et de l'indicible. Ça rejoint la passion. Et puis il peut y avoir des sentiments qui ne nous arrangent pas aussi. Oui, mais je pense que c'est plutôt parce qu'on touche dans l'indicible. On arrive à l'endroit où le verbe ordinaire ne peut plus rien faire, et c'est là peut-être que la poésie prend le relais, ou la littérature, enfin, ou l'art en général, prend le relais pour dire ce que ce paroxysme ne pourrait pas dire autrement. Et je pense que c'est ça que j'exprimais dans ce vers. Voilà. On avait déjà parlé de la formulation « sédimenter n'est pas se taire », et ici, j'avais une autre idée par rapport à ça. Est-ce que cela rejoint l'idée aussi de retourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, par exemple? Voilà, donc c'est un petit peu dans ce contexte-là. Est-ce que le ton général du recueil est plutôt dans la suggestion, en fait? Voilà. Oui, et à propos de sédimenter n'est pas se taire, pour moi c'est l'exemple, c'est avant l'hiver, hein, et l'hiver, ben, tout. Voilà. Et d'ailleurs, la partie, je me suis aperçue, en relisant le recueil, sans le vouloir, que la partie de l'hiver est une partie beaucoup plus silencieuse, entre guillemets. Les vers sont plus courts et elle est beaucoup moins épaisse. Et moins de lumière. Voilà. Et oui, il y a l'idée que, tout comme on doit tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, l'hiver est un peu ce temps où on tourne un petit peu les choses avant de les exprimer par la suite. On pourrait discourir longtemps de ta façon d'appréhender une féminité qui se veut présente, tout en étant humainement très active. Vaut-il mieux agir que revendiquer, et que permet en ce sens ta poésie? Avec cet extrait, « Mes bouches en haut, je me tais ». Je note en passant la force de ce « haut » qui parle tellement, je trouve, et la force calligramme avec une seule lettre, ce qui me paraît être un coup de génie du point de vue de l'écrit. Il me monte à la bouche des mots de chair pourpre, lavés d'eau primordiale, des mots sans angle, sans creux, pleins, comme l'œuf accouché du mythe, de l'œuf accouchant d'un mythe. Mais bouche en haut, je me tais. C'est un O qui représente un orifice. Un orifice, oui, c'est ça. Oui. Qui peut être évidemment la bouche, mais comme on parle aussi dans ce texte d'eau primale, etc., c'est clair qu'on peut penser aux voies de la naissance, donc voilà, à tout ce qui fait passer. Il y a cette exclamation, oui, et aussi cet étonnement. Et je pense que le O, c'est le O de l'émerveillement. Le O de l'émerveillement. C'est le O. C'est le O de l'émerveillement. De l'étonnement. Alors, par rapport à la féminité, oui, je pense que j'ai une écriture assez ancrée dans une féminité, dans toutes ses dimensions, enfin j'espère, en tout cas dans beaucoup de ses dimensions, et notamment celle de porter la vie, et de la porter encore ensuite, parfois avec difficulté. Avec fatigue et difficulté, mais oui, mais je pense que les pères le connaissent aussi, mais voilà, les mères c'est quand même un des rôles assignés et qui n'est pas toujours facile à assumer. Et aussi le rapport à la nature qui pour moi est un rapport vraiment de l'ordre de l'accueil, de l'évasement, du creux, qui est, comme je disais, sédimenté, de nouveau, c'est un creux, etc. Il y a vraiment ce côté corporel lié au cosmos, à la nature. Voilà. Donc je retiens dans ce texte cet extrait, « Mais j'héberge des femmes de tous âges, sans phare, belles, oui, toutes moi. Comment le rôle du corps est-il perçu ?» Je crois que tu voulais parler du corps justement à la question précédente, donc... Oui, écoute, ça c'est vraiment un vers qui est fondamental pour moi. Il fallait bien que je l'écrive quelque part, parce que j'ai toujours eu la conception, je ne suis pas la seule, j'ai rencontré d'autres personnes qui pensaient un peu comme moi, qu'en fait, j'étais en colloque permanent avec mes autres âges, mais déjà enfant. Donc voilà, je parle à mon moi adulte, vieux, etc. Et je suis toujours dans cette perspective des différents âges. Et donc je suis, c'est une forme, je ne sais pas comment on peut dire, mais enfin voilà, j'envisage, je n'ai jamais été tout à fait un enfant innocent, et je ne serai sans doute jamais quelqu'un de très sage adulte. Non. Donc voilà, tu envisages tes âges futurs aussi comme ça? Oui.
Donc déjà maintenant, tu t'envisages Oui. mentalement plus âgé. Oui. En fait. Oui, alors j'ai toujours fait, et je pense qu'avoir peut-être côtoyé la mort quand j'avais 11 ans, puisque j'ai eu un accident grave, a renforcé encore, je pense, ça. Pour moi, je n'ai pas envie, évidemment, mais tout peut se terminer à tout moment, et donc il y a toujours voilà, Finalement, ce colloque des âges qui est là et qui m'aide. Finalement, ça fonctionne un peu comme ce que tu disais du cycle des saisons, 2 ou 3 questions avant. Oui, c'est tout un à peu fait. le même processus. Il y a, je pense, l'approche à travers le rappel de l'enfance, on en parlait, hein, donc, des rôles convenus et même préconvenus. Tu dis de celle-ci passeport pour l'autre naissance. Cette approche de l'enfance me paraît vraiment très intéressante. Je n'y vois aucune nostalgie, mais plutôt comme une sorte d'album photo. Te visites-tu en enfant? Cherches-tu à comprendre ce qui t'a amené à être tel que tu es? Faut-il concevoir l'enfance, à ton sens, autrement que par cette sorte de conditionnement que tu sembles révéler? Je vous parle d'une enfance étonnée, ce cosmos utérin qu'on ne délivre jamais, à aucun terme, sinon comme passeport pour l'autre naissance, étonnée et lumineuse. Lorsque tout nœud sera dénoué, tout lacet défait, pieds nus dans l'herbe de vert pâturage. Cette enfance mienne, un goût, une odeur, à peine. La vôtre aussi, qu'en frisson vous évoquez malgré vous. Oui, et donc, parmi l'enfance est très présente dans ce recueil. Et c'est étonnant d'ailleurs, parce que jusque-là, ça ne m'avait pas trop intéressé d'aller en parler. Mais c'est une enfance, de nouveau, pas particulièrement personnelle ou différente de celle des autres, mais plutôt qu'est-ce que l'enfance nous a apporté et qu'est-ce qu'on renonce en refusant d'être enfant. Si on doit parler du temps présent, c'est un temps quand même où le temps est utilisé en permanence. Il doit être, on le sait, rentabilisé ou justifié, etc. Alors que, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux qu'un temps qui nous est donné et dont on peut faire ce qu'on veut, en fait, et qu'on n'a à justifier à personne. Il est tout à fait normal pour un enfant d'avoir des temps où on ne lui demande rien. Et même s'il ne s'ennuie pas, on dit c'est bon de savoir s'ennuyer un petit peu. Hein. Mais ce que je rêverais de pouvoir m'ennuyer moi aussi. Et donc mais par contre, cette exigence qu'on a face à l'enfance, que ses rêves devront avoir un temps, que cette vision émerveillée qu'il a du monde, c'est inutile et improductif, eh bien, tous les poètes seront d'accord avec moi, je crois, pour dire que en tant que poète, on doit renouer avec cet âge de l'enfance et ce regard de l'enfance et ce ressenti de l'enfance. Donc oui, l'enfance revient en fond comme ça. Et puis il y a aussi des textes sur l'enfance qui disent qu'en gros, elle n'est peut-être pas toujours si douce, elle n'est pas idyllique nécessairement comme tu dis l'enfance, elle n'est pas toujours si douce. Il y a eu des rejets, il y a eu des épreuves, il y a eu parfois des déchirements ou des choses sombres. Et idéaliser l'enfance et refuser de voir. Parfois, on peut avoir un âge adulte très heureux, on est une enfance qui n'a pas nécessairement été. Je reviens toujours dans cette idée que tous les âges dialoguent entre eux, et c'est peut-être le lieu dans ce recueil. Oui. On peut se refaire l'âge qu'on veut. Oui. Voilà. Soyons fous. Et les poètes font ça en général, oui. C'est un petit miracle qu'on a. Tout à fait. De pouvoir se refaire des âges. Il vient un jour où vous ne poursuivez plus le lapin d'Alice. Le jour où vous comprenez que c'est vous. Alors votre enfance tombe dans un trou sans fin. Le cosmos utérin auquel tu fais allusion est particulièrement prenant, car l'image donne une dimension gigantesque au rôle féminin. Que penses-tu de ce raccourci gigantesque? Je dis gigantesque parce que utérin, c'est une image plutôt réduite, précise, corporelle, et le cosmos est tellement ouvert que c'est fort différent. Alors, qu'est-ce qui t'a fait rapprocher les idées? Depuis toujours, donc je ne sais même plus pourquoi, mais on est en quelque sorte des cosmogones, donc on est des habitants d'un cosmos et on voyage à l'intérieur de tous ces espaces. L'écriture permet de voyager à l'autre bout de l'univers, et voilà, donc il y a cette immense liberté de l'imaginaire,
et qui pour la femme, peut-être encore, quand elle a porté un enfant, se rend compte qu'il y a comme un cosmos à l'intérieur d'elle, ou qui ne l'a pas porté, mais se rend compte qu'elle a un cosmos à l'intérieur d'elle, et peut-être des pères aussi, d'ailleurs je n'en sais rien, je ne peux parler que pour ce que j'ai vécu. C'est une autre manière de voir, je pense, les pères, parce qu'il n'y a pas la dimension oui, je pense qu'il faut de l'événement vécu directement corporellement. Quoi. Oui, mais on peut participer à une sorte de oui, bien sûr, oui. Je me souviens avoir lu j'aimerais bien retrouver le nom du recueil, mais un recueil de Patrice Joquel, ça va me revenir, et qui parle de son enfant à naître, et qui est en effet aussi dans cette notion assez cosmogonique. Voilà. Ce cosmos auquel tu fais allusion et qu'on vient d'évoquer en évoquant aussi la biologie corporelle, est-il pour toi scientifique, plutôt dimension spirituelle, quelle qu'en soit la tendance? Ça m'intéresserait de savoir un peu comment tu vois, et sans doute au lecteur aussi, de savoir comment tu vois la chose spirituelle, quoi, en fait, voilà. Ah ben, alors, je pense que c'est de manière générale, pas une religion particulière, mais c'est difficile de ne pas parler de religion particulière me concernant. Oui, te concernant, c'est forcé. Je suis croyante, et voilà, et ça transparaît dans mes textes, voilà, même si... C'est pour ça que je pose la question. Même si je ne fais pas allusion à une religion particulière plutôt qu'une autre, bien que... et ce recueil en particulier s'ouvre sur un jardin et se referme sur un jardin, et c'est clair qu'il y a une résonance avec le jardin d'Éden, entre guillemets. Et voilà, et surtout que le précédent recueil, Branche d'acacia brassée par le vent, se passe dans un jardin et fait écho au Cantique des Cantiques pour la rencontre amoureuse et tout ça. Donc oui, mais c'est une vision justement très très positive du point de vue qui est liée aux saisons. C'est une métaphore très facile, mais il n'empêche que je la vis comme ça aussi, avec le fait qu'il y ait des morts, mais des renaissances aussi, et qu'on soit, dans une idée d'une mort qui n'est pas définitive et d'une lumière qui s'ouvre toujours, etc., même dans des petites choses. Que l'éternité peut se trouver dès maintenant, là, quelque part dans le coin de mon jardin, dans cet émerveillement, dans cet absolu que je peux contempler si je prends le temps de le faire. J'ai un peu une question subsidiaire. Est-ce que tu t'es intéressé à d'autres religions, par exemple, que la tienne? Oui, oui, parce que par mes études, j'ai fait un diplôme complémentaire en orientalisme, donc je me suis intéressée à l'islam et un peu à d'autres religions orientales, évidemment à toute la religion hébraïque, etc. etc. Donc oui, ça m'intéresse. J'enseigne aussi dans ces matières-là, les matières philosophiques et religieuses, donc oui, ça m'intéresse, et donc ça n'a rien évidemment d'un monde fermé, mais pour moi, la part spirituelle est une part que je ne peux absolument pas nier. Je veux dire, c'est au-delà de la raison du doute ou de quoi que ce soit. On ne demande pas à quelqu'un pourquoi il est amoureux de telle personne, et on ne sait pas pourquoi il est amoureux. Et s'il pouvait dire pourquoi il était amoureux, ce serait peut-être de l'être à l'instant même. Et de la même manière, je pense que la foi, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Enfin, je veux dire, mais par contre, la nier ou la mettre sous le tapis parce qu'en fait, on est dans un monde qui n'aime pas trop que publiquement ça s'affiche et qui voudrait que ça reste dans la sphère privée et surtout intime. Pour moi, c'est couper, c'est sectionner une dimension essentielle de l'être humain. C'est un peu exact, et la foi peut fluctuer aussi, on peut la perdre aussi. On peut la perdre, on peut douter, on peut exprimer ses doutes. On peut la récupérer aussi. Oui. En fait, la poésie est le lieu même où peut s'exprimer une spiritualité, qu'on soit croyant ou pas, quel que soit le type de spiritualité, je pense. Il y a ce texte fort écrit en mémoire de Séraphine Louis, dite de Senlis la peintre. C'est une des clés de l'humanisme de ton recueil qui, je suppose bien, s'indigne sur les conditions de vie de cet artiste décédé comme Camille Claudel en asile psychiatrique. Ce texte est-il une manière de généraliser une révolte de fond par rapport à certaines injustices de la société? La pauvreté, le manque de possibilités de s'exprimer, et on en passe des meilleures, ou de moins bonnes plutôt, et bien sûr de dénoncer la condition de la femme, et aussi artiste dans ce cas-ci. Comment, d'une façon plus générale, conçois-tu le féminisme par rapport à la révolte? Sous la craquelure du fruit, plus de lumière encore, ou plus de ténèbres, stigmate de l'humble importune. Pas de vase, pas de panier, qui vaille pour tant de fleurs, tant de feuilles, tant de nourriture. Que faut-il comme foi obstinée, avec quelle âpreté verser le sang des anges dans l'huile et le ripolin? Que cet arbre s'éloigne, en croissant,
Elle le repeindra encore et encore jusqu'aux noces affamées avec les herbes folles. Ce texte est écrit en mémoire de Séraphine Louis, dite de Senlis. Oui, alors d'abord pour Séraphine de Senlis, ça part d'un tableau que j'ai vu à Grenoble, qui est une corbeille de fruits en fait. Elle a peint énormément de sortes de bouquets ou d'arbres de vie qui montent de manière... Alors Séraphine de Senlis, c'est quelqu'un qui crée ses propres peintures avec des éléments de la nature et qui mettait sur des panneaux en bois et des peintures qui ont l'air d'être toujours aussi luisantes, neuves qu'au premier jour elle les a peintes. C'est vraiment extraordinaire. Or, c'était une dame qui faisait les ménages et qui n'avait aucune formation. Et oui, en fait, c'est plutôt l'idée que l'art et la connaissance sont deux choses très différentes. Deux choses très différentes, oui. Qu'on peut créer même en étant pauvre, sans formation, etc., etc. C'est plutôt cette... et alors particulièrement pour les femmes, évidemment, mais j'aurais pu... Enfin, j'étais très touchée par l'histoire de cette peintre et par ses œuvres qui sont émerveillantes, vraiment, et qui, moi, me touchent beaucoup. Mais voilà, j'aurais pu parler d'un peintre homme. Mais ici, c'est plutôt la condition initiale de l'être humain qui a été niée en plus. Sans moyens de la personne, en fait. La condition sans moyens. Et ce texte est très positif. Hein. C'est un texte où vraiment cette force de vie, de renaissance qui est à l'intérieur de ces tableaux, malgré la misère dans laquelle elle vivait. Voilà, oui. C'est dans ça que je disais que ça rejoignait un peu Camille Claudel. Oui, tout à fait. Je me suis beaucoup penché moi, sur Camille Claudel. Oui, j'ai lu aussi des choses sur elle terribles. Et pour le féminisme, oui, je suis attachée au fait, en tout cas, à ce qui est une équité. Voilà, c'est-à-dire qu'en tout cas, on puisse autant voir les figures féminines que masculines qui contribuent dans tous les domaines à notre société. Voilà. C'est principalement là que se situe que la voix des uns soit égale à la voix des autres, tout simplement. Avec la question suivante, je vais passer avec un peu de voracité. Il y a un texte avec ce loup, le loup. On devine bien que ce loup n'est pas un loup pour l'homme, mais que le contraire n'est pas vrai. Il y a aussi ce superbe dessin, donc à la page 24 de Gwen Guégan, avec le texte en parallèle où tu dis « Ce n'est pas l'heure des loups ». Qu'as-tu voulu dire exactement avec « ce n'est pas l'heure des loups » ? Loup, enrubane ton ombre à leurs chevilles, si nu parmi les souffles gravides de peur. Plante ton œil, bille de plomb, dans leur tête. Superbe hurle l'hallali des hommes aux abois. Ils ont perdu. Tu ne mourras qu'au jour des terres sans compte. Les loups ici sont liés au conte, à cette figure presque symbolique de ce qui fait le plus peur aux enfants, mais qui les fascine aussi énormément, qui reviennent dans énormément de contes. Et finalement, le loup, on a voulu l'éradiquer. Moi, je me souviens, enfant à 5 ans, est allé voir ce triste vieux loup aux eaux d'Anvers, et on m'a dit c'est le dernier encore vivant en Belgique, et j'aurais bien pleuré devant. Et puis maintenant, on voit que les loups reviennent et qu'ils font des petits, etc. Et je pense que les loups c'est cet élan de la nature qui continue à vouloir vivre, malgré notre imaginaire tellement restreint, et cette peur primale qui anime l'homme, qui veut éradiquer tout ce qui n'est pas de l'ordre du rangé, de la vie. Et qui pense là aussi avec l'image du loup, il y a une image aussi politique du loup, avec que les loups sont entrés dans Paris, etc. Oui, donc, mais pas ici. Mais oui, je suis d'accord, pas ici, voilà, non. Oui. Je remarque qu'il y a quelque chose de très indirect dans ton propos en disant tout quand même, et c'est ainsi dans tous tes recueils, comme si tu t'écoutais toi-même avant de te prononcer, sans que ce soit pour autant une prudence excessive. Je pense que ton style est toi en fait, ce qui me paraît assez rare, il est très personnel, avec aussi une longueur de texte intermédiaire, ce qui permet de condenser ou de déployer suivant l'émotion ressentie. Je pense que davantage un constat que je fais qu'une question, mais est-ce que tu y vois quelque chose? Oui, en fait, ce qui est très très important quand j'écris un texte, c'est qu'il est le rythme et la musicalité qui cadrent avec un dire. Donc pour moi, l'écriture est liée à l'oralité, et donc de fait, doit se déployer dans une certaine forme en fonction de ce que ce texte a à dire finalement. Voilà. Oui, il y a une retenue, et à la fois il y a
un dénuement. Voilà. Moi, je pense que si on lisait vraiment mes textes, on en saurait plus sur moi que sur ce que j'en dirais jamais. Mais je pense que les gens ont aussi une pudeur à lire. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée que le style, d'une certaine manière, essaye d'utiliser le verbe pour lui faire dire ce que, autrement, par le vocabulaire, il ne pourrait pas dire. Et de saisir les émotions et les idées les plus complexes et indicibles qu'autrement. Donc c'est une sorte de cristallisation. Et pour ça, voilà, j'essaye de tourner autour du sujet du verbe, d'où sédimentation. Et puis quand il y a jaillissement, il y a ce travail sur le rythme, sur le... Voilà, et c'est à ce niveau-là qu'il y a un travail peut-être qui se fait, pas sur ce qui vient, parce que ce qui vient, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai bien l'idée de ce que tu dis en disant qu'il y a une cristallisation par le style. C'est intéressant, parce que c'est vrai que de plus en plus, en lisant certains auteurs, qui sont bons, enfin, il y en a de bons, de moins bons, ça dépend un peu des goûts, j'ai aussi cette impression de reconnaître l'auteur à travers ce qu'il fait quand c'est bien fait. Et c'est le cas chez toi, on te reconnaît d'un recueil à l'autre, c'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, que se passe-t-il dans cet autre recueil, Solombre, avec son beau titre, édité au Taillé-Pré, ce recueil dans lequel j'ai retenu cette image de mur tapissé au café froid, repris dans ce texte, qui me fait penser à l'image d'une certaine solitude, le café qui refroidit, les murs qui sont abîmés par le café, enfin voilà. Ce vers-là en particulier, ça parle de la pauvreté en fait. Et oui. Dans Solombre, il y a les murs repeints au café froid, et on parle de quelqu'un de seul chez lui. La première partie de Solombre est un catalogue en quelque sorte, enfin, une feuillette, un ensemble de nuits, qui sont des nuits autant ou de soirs, enfin, qui sont des nuits de l'intérieur ou de l'extérieur, et dans la nuit, tout peut s'inviter. Et je pense que cette part d'imaginaire, de contes, de mythes, de symbolisme, de miroir dans lequel on peut faire se refléter le mystère de l'être humain, c'est un peu le projet qu'il y avait derrière Solombre. Ce texte-là, c'est presque le plus, enfin, en réaliste, entre guillemets, le plus tristement réaliste. Et la deuxième partie du recueil qui parle aussi des saisons, plus de l'hiver, et de la fatigue, qui est ma grande amie, qui est ma grande amie de toujours, donc qui s'appelle Fourbure. Voilà, celle avec qui je dois composer à défaut de lutter, parce que je ne peux plus rien faire, je pense, à ce stade. Je vais recommencer à poser un jour sur l'autre jour, ou au-dessous. La trêve des fous s'achève, et mon corps toujours indistinct s'effrite sur les photos. Dans 100 ans, je ne serai même pas un sourire trouant un papier vieillissant. Puissais-je nourrir quelques bouches d'amour, brûler la neige de ma soif, et dessiner sur le ciel qui change, mais ne meurt pas, l'astre d'une autre gravité. Pour voler, pas chuter, pour voler au nez et à la barbe des incrédules. Eh bien, je te remercie, Florence, de nous avoir accordé cet entretien et je te souhaite joie et succès dans tes prochaines entreprises et surtout, n'oubliez pas, ceci n'est pas un masque.